C'était la fin de la guerre. J'avais recueilli là quelques souvenirs. Celui du 11 novembre, une journée mémorable et merveilleuse, vécue en Blanchant à Sénac. Souvenir du 11 novembre 1918. Je l'écris tel que j'avais pu l'écrire à 17 ans. Un jour d'automne, où l'on avait l'illusion d'une journée de mai, par les doux rayons de soleil, envoyés sur la terre, dans le bleu intense de la voûte infinie, que seul tachetait de beaux et gracieux nuages roses. Par le concert mille fois répété du solitaire rouge-gorge dans les bois de couleur d'or. Les Pyrénées étaient légèrement voilées, de brume mauve. Il faisait une journée à affoler et captiver un artiste. De toute chose, un long frisson d'espérance. Les nouvelles étaient bonnes. On attendait le retour du courrier SPA. Serait-ce enfin la fin du long cauchemar qui, depuis bientôt 5 années, désolait le monde, jusqu'en la profondeur des océans et le lointain pays des astres, et aussi l'éternel repos de ces innombrables martyrs tombés au champ d'honneur et qui seront à jamais immortels pour les générations futures, et aussi le retour de ces millions de héros survivants de cet horrible calvaire, la guerre. Ô Alsace et Lorraine, filles de la France, ne sera-t-il pas en vain le sacrifice de nos piou-piou qui ont fait de leur poitrine une barrière infranchissable à ces modernes, à cet Attila plus perfectionné dans le mal? Sera-t-il enfin venu ce jour de notre vengeance, ce jour où notre bannière triomphante chasserait loin de l'homme le barbare? Toutes ces pensées en tumulte envahissaient les cœurs et les faisaient frissonner d'espérance, comme frissonnaient sous la brise les mouvantes feuilles mortes. Les gestes du semeur en étaient plus religieux, et chaque poignée qu'il éparpillait à la brise, à la vie, était un peu du sentiment qu'avait éveillé en lui la victoire et la paix prochaine, mêlée du douloureux souvenir de ceux qui ne reviendront pas. Et ça concerne les orgues de Saint-Soleil-Buisson. C'est toute une histoire. Michel? Non, l'histoire, c'est pas moi qui vous la raconter, ça va être Gisèle qui vous la raconter. Moi, je vais seulement vous lire les conséquences de cette histoire. Il faut savoir que Waterloo a eu lieu le 18 juin 1815 et que ce dont on vous parle a eu lieu le 9 décembre, c'est-à-dire sous Louis XVIII qui reprenait les rênes. Alors, en 1815, au premier jour de la seconde restauration, la commune de Saint-Sever-de-Rustan, alors peuplée de 400 habitants, eut à payer les frais de séjour de 400 soldats, 2 troupes de cavalerie et d'artillerie, sous les ordres du vicomte de Lantillac, maréchal de camp. Le 9 décembre, le maire fut mis en demeure de faire préparer pour le surlendemain des vivres, fourrages et logements pour 400 hommes, 80 chevaux, 2 colonels, 2 chefs de bataillon, 20 officiers et le logement de M. de Lantillac chez M. Méras. Alors voici le détail de la note à payer. Un veau du prix de 35 francs, un veau de 35 francs encore, le pain et le vin pour 23 francs 15, 6 livres et demi de veau, 7 francs 80, 27 livres de vache à 0 francs 50, 13 francs 50, 4 pots de vin, je ne sais pas lesquels, hein, mais enfin des pots de vin, 4 francs 80, ferrage des chevaux, 27, 6 mesures d'avoine, 15, réquisition en numéraire, 200. Total général, 381,25. Le présent procès-verbal s'élevant à la somme de 381 francs 25
De tout quoi nous avons dressé le présent, bien entendu que les susdites sommes seront supportées seulement par les habitants domiciliés en la commune de Saint-Sevé-de-Rustan et avons signé vicomte de Lantillac les jours mois ayant ci-dessus signé vicomte de Lantillac et le maire, M. Dastas. Alors, le commentaire. De nombreuses pièces concernant cette affaire sont conservées aux archives départementales. La lecture en est fort instructive. On s'imaginerait relire le Luron. Mais ici, ainsi qu'il arrive souvent, la fiction n'égale pas la réalité. Le roman est inférieur à l'histoire. Boileau devait contenir sa fantaisie dans les limites du bon goût et du vraisemblable. L'histoire n'a pas ce souci, et nous comprenons le roman, après avoir accueilli avec les joies la chute de l'Empire, les populations de France se rangèrent avec enthousiasme, quelques mois plus tard, derrière Napoléon débarquant de l'île d'Elbe. La leçon n'avait d'ailleurs bien servi, puisque dès le retour de Louis XVIII, ses ministres, ses préfets, retombèrent dans les errements qui avaient rendu le régime si impopulaire. C'est de source anonyme. Maintenant, l'histoire, c'est Gisèle. Venez avec moi, s'il vous plaît. Nous allons regarder vers là-haut, il y a une galerie. Il y en a même deux. Mais je ne vous parlerai que de celle qui est au-dessus. Ce sont des galeries qui datent du XVe siècle. Donc celle qui est au-dessus, comme vous pouvez le voir, il y a un trou béant là. Eh bien, dans cette galerie, il y avait des orgues, de très belles orgues, des orgues célèbres. Célèbres parce que faites par un facteur d'orgue qui était un érudit, un mathématicien, Dombedos. Il existe 3 orgues en France de cette réputation de ce facteur. Et bien entendu, à Saint-Sevé, il y a 6 orgues. C'était donc au XVIIIe siècle. Et mon Dieu, ces orgues faisaient des envieux, bien entendu. Et en 1815, le préfet des Pyrénées, bien sûr sur ordre ministériel, le ministre de l'Intérieur, envoya des troupes pour se saisir de ces hommes et les amener tout simplement à l'église Saint-Jean de Tarbes, parce qu'à l'église Saint-Jean de Tarbes, il n'avait pas. C'est dit que ce petit village de Saint-Sevé, pourquoi ce petit village avait des orgues de cette importance? Donc, ces troupes arrivèrent et voulurent se saisir des orgues. Seulement, voilà, c'était sans compter sur les villageois qui n'étaient pas du tout de même avis. Et une bataille se livra entre ces troupes et les villageois de Saint-Sevé. On appela ça, du reste, la bataille de Saint-Sevé. Et mon Dieu, les villageois remportèrent cette bataille et les troupes repartirent bredouilles. Bien entendu, le préfet n'était pas du tout d'accord et très vexé, attendit quelque temps et renvoya ses troupes plus importantes, mieux armées, 2 canons. Quand les villageois virent ces troupes arriver, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur quand même. Et ils se sont dit, peut-être qu'on va les laisser prendre les ordres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils les emmenèrent à l'église Saint-Jean de Tarbes, qui eux, eh bien tout simplement, quelques années après, eh bien les vendirent, je dis bien, à l'église de Castelnau-Monial, où elles sont toujours ces ordres. Et elles fonctionnent toujours très bien. Nous
orgues de Saint-Sauveur. Mais ça... Et mon Dieu, quand il était jeune, il était content d'être fortuné et dépenser l'argent comme il le pensait, comme il le voulait. Et un jour, il fut touché par la grâce. Et touché par la grâce, il vendit tous ses biens, sauf 2 terrains. 2 terrains sur lesquels il fit construire 2 églises. L'une ici à Saint-Sevé et l'autre à Liac, petit village situé à une vingtaine de kilomètres. Quand il eut vendu tous ses biens, qu'est-ce qu'il fit quand même? Eh bien, il les donna. Il les donna aux pauvres. Et il voit sa vie à la prière et à l'évangélisation, des hommes. Donc il faisait le va-et-vient entre ces deux églises. Et un jour, plus pressé qu'un autre, il passa près d'un néflier. Et une branche de néflier lui égriffa la joue. Il était furieux. Et il maudit le néflier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le néflier perdit ses feuilles, perdit ses fleurs. Bref, il mourut. Quelques jours après, voyant que sa malédiction avait porté ses fruits, excusez-moi de dire ça, mais en quelque sorte c'était ça, il fut pris de compassion et de remords surtout. Et du coup, il bénit le néflier. Et qu'est-ce qui se passa à votre avis? Eh bien, le néflier se couvrit de feuilles, se couvrit de fleurs, il revint à la vie. Quelque temps après, eh bien, Saint-Sevé, on sait de russe, à l'époque encore, mourut, décapité par des barbares. Et ses amis l'enterrèrent. Et chaque année, il s'était juré de venir sur sa tombe, sur une sorte d'oratoire, sans doute, et déposer des lys. Donc, première année, dépose des lys sur le pont. Et l'année suivante, quand il revint, qu'est-ce qui s'était passé? Les lys, bien sûr, avaient fané. Et au moment où ils arrivèrent, qu'est-ce qui se passait? Les lys se mirent à refleurir. Et c'est là qu'on vit le miracle de Saint-Sevé. On lui attribua ce miracle et un pèlerinage se mit en place. Et chaque année, et bien de plus en plus de gens venaient se recueillir sur le tombeau de Saint-Sevé. Voilà l'histoire de Saint-Sevé.
C'était bon? Oui. Ouais, bien, merci. Grand témoin dans le pays. Le curé, qui était alors la plus haute autorité du pays, rassembla en grande table ses ouailles. Mais comme il n'avait rien d'un orateur, et que d'autre part, il était très émotionné de voir le roi, il ne trouva à lui dire que ces mots. Si, les gens de Oxosal vous souhaitent le bonjour. Bravo, s'écria le Béarnais en riant. Voilà comment j'aime les discours, courts et bons comme la vie. Et s'esclaffant soudain, il s'écria bis. Sire, reprit le curé, sans y entendre malice, les gens de Oxosal vous souhaitent le bonjour. Le roi, charmé de cette simplicité, ordonna sur l'heure qu'on lui compte 100 écus. Bis, cria alors le brave curé. Voilà un homme d'esprit, et de plus belle le roi à cette répartie inattendue. Ah, c'est Gascon, c'est Gascon. Et le curé toucha ses 200 écus. Le maire actuel. Il y a un maire déjà qui était là. C'est le maire déjà. Alors, c'est une histoire en gascon. Alors, c'est une histoire en gascon. Alors, soit je vous dis une petite traduction comme ça avant, ou alors je le dis après. Il vaut mieux voir. Après. D'abord le patois. Dieu François. Le François che viveva a Vicontau, che era un perroquet. Tu steu m'au rasat. A-ti fait du manteau l'hiver, du blouson de l'estiu, du vet gaha a un mental, a un berret a la barba. Come sto? Che è la tornado su cremero tirato per un vieil caballo tranquillo, tu stai au pas, i a mes au trot. Tranquille, introduit François. L'hiver, camassa plume d'auto. Em passa au son un rapaiot de tistailler che tutto tre scoppe in tassa musa e che gridò della sua but sordo. Perec, cusinero. Lusidoro che preben la Julia. Mercandeio, pramut enderas par lo pret e che lo baieras lo pet de un renard. Qu'arrivo la cremera, a tu caulado, de un sac de plumeaux mal legat, de perec, de tutto il bric-à-broc, de cause de qui a daro finiren nella poubella. Après, avete lanciato due bestieso bien troussado alla patrona, enta la hica de buon humor, catacummo marcat. Ma guarda la plume gauva. La Julia, che sur un sac de plumeaux d'un costat, nous duvet beroi triat de l'autre. Du François che è semblat de pesar da un romano tutto ruiado. Che cau mercandeia l'uten avant de centene su pret, un pret de misère pourtant. Arrivo la pet du renard. Che la te prengui en ta te débarrassa, mais ne bau pas gran causa. Espio che per lo peu, che peu mudo, n'est pas la sazou de tua renard a dara. Mais il y a longtemps que pelat, répond la Julia. Enfin, tout un mercat en ta poc de causa. En ta acabat là-bas, un cop de vin blanc da blu putrao. Da blu patron, mais la tornado che è lungo e qualche cop la bravo cavallo che prende solo la direzione ou la décision de tourner à Migna, Lou François a Villa Puntaro. Alors, l'opéré, je t'ai donné le chiffon et de la plume au doigt, où tu fais Julia qui veut lui vendre la peau du renard.
Ça va pas, elle perd les poils, parce que c'est pas la saison de tuer le renard. Mais bon, mais je lui ai dit, mais il y a longtemps qu'on l'a tué, il y a longtemps qu'on l'a pelé. Et, bon. Et pour finir, en fin de compte, il faut savoir que ce François-là, il aimait bien boire du vin blanc. Et chaque marché était conclu, après avoir bien discuté, d'un coup de vin blanc. Et contre du blanc. Et bien sûr, son cheval connaissait la direction et ramenait son cheval. Il le ramenait sans problème entre le vin blanc. Et comme me disait Vernissant tout à l'heure, quand il arrivait, lui, le François, il descendait de sa crémaire, enfin, il descendait de la charrette, il allait au lit et le cheval, il restait attelé. Il le dételait que le lendemain matin. Un antique dragon de plusieurs centaines de mètres de long. Les ondulations de son corps avaient façonné le paysage. Endormi dans son clos, ou bien enroulé sur lui-même dans cette immense cuvette verte, fermée par le léviste, le soum Haroun et le soum de Lazou, il digérait ses proies en attendant son heure. Il avait pris possession de la montagne et terrorisé la région. Lorsqu'il se réveillait, ses colères étaient terribles. Il faisait trembler le sol à des lieues à la ronde dans un vacarme assourdissant. Il s'élevait dans les airs comme un vent de tonnerre. Sa grande gueule, crachant un souffle brûlant et son haleine fétide, empiétant son lait d'une odeur de soufre. Gare à l'imprudent qui s'aventurait sur son territoire. Jamais il ne paraissait parmi les siens. Le sinistre serpent engloutissait hommes et bêtes avec la même indifférence. Plus grand et plus fort chaque jour, il faisait fuir les bergers et personne n'osait monter dans les esprits de peur de le réveiller. Le seigneur de l'Avedan se désespérait de cette hémorragie qui vidait la montagne de ses habitants. Il fit clamer à son trompe que récompense serait donnée à quiconque délivrerait la montagne de ce funeste locataire. Quelques hommes courageux ou téméraires s'armèrent de piques, de fourches et de pieux et partirent en expédition au cou du serpent. Leurs cris réveillèrent la bête, qui dressa la tête, les attaqua brutalement dans un bruit de tonnerre.
gaillard, les hommes et leur courage comme des pieds de paille. Sa grande gueule s'ouvrit au ras du sol et la bête les engloutit un instant. Le ciel s'obscurcit et un long frisson de fièvre parcourut le nargu. Et il se mit à pleuvoir sur les visages, dans les villages et dans le cœur des femmes. Plus personne n'osait aller dans les estives de Maouza, qui portaient trop bien leur nom. Alors le seigneur de la Vedant doubla la récompense. Il promit à quiconque délivrerait le pays de ce monstrueux dragon, un troupeau de vaches avec leurs veaux, un troupeau de juments avec leurs petits, et le droit de libre pâture jusqu'à la fin du temps. Et personne dans la ville n'osait risquer sa vie. Enfin, un jour, un homme d'Arbuix, petit village assis au pied de la montagne, se présenta au seigneur. Forgeron de son état, il disait ne pas craindre le souffle brûlant du dragon, étant habitué à celui de sa forge. Il était prêt à l'affronter. Il emporta tous ses outils et il pénétra dans la forêt, suivi des acclamations de toute la foule, espérant après lui. Il grimpa jusqu'à la côte, cet escarpement rocheux rouge et or que l'on appelle Petit d'Oureg, où l'entend percer de l'œil, regardant vers le nord. Il entra dans cette impressionnante caverne, où on entend battre le cœur de la montagne, à coups sourds et comme un piscine. Il se met de suite à l'ouvrage. Il installa d'abord sa forge, puis il arracha jour après jour des nodules de fer à la montagne. Puis faisant ronfler son soufflet sans relâche, il fit fondre le fer, il façonna une énorme ampoule. Dès qu'elle fut prête, il s'approcha du serpent qui ronflait bruyamment et la jeta brûlante dans sa gueule béante. L'enclume mit 7 jours pour descendre au fond de sa gorge, tellement elle était profonde. Le dragon, réveillé, jaillit de son clos en hurlant de rage et de douleur. Le forgeron, tapis au fond de sa grotte, ne risquait rien, ne craignait pas sa colère. Le dragon, le serpent, triple en feu, pour apaiser la brûlure de son ventre, avala toute la glace d'un glacier et s'étala bruyamment dans les estives. Alors l'intrépide forgeron, un peu la barbe et les cheveux roussis, se remit de suite à l'ouvrage. Sans perdre un instant, il façonna une deuxième ampoule qui, sitôt prête, la jeta, encore brûlante, dans la gorge du monstrueux serpent. Et ainsi fut fait pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, le dragon, le monstrueux serpent, avait avalé 7 montagnes de glace. Alors, un ultime soubresaut l'agita et il s'étala pour la dernière fois dans le jour. Son ventre creva et toute l'eau qui s'était brûlée au feu de ses entrailles s'échappa de toutes parts pour se répandre dans les estives. Le lendemain, le serpent était mort. Toute la montagne respirait et les bergers aussi en furent rassurés. Ils montèrent au petit jour dans la montagne et devant leurs yeux ébahis, un nouveau spectacle s'offrit à leurs yeux. Sur les sommets, il n'y avait plus de glace. Et dans le creux, brillait un lac tout neuf, le lac des Abysses. Le dragon vaincu, le forgeron, alla chercher sa récompense. Il avait gagné un troupeau de vaches avec leurs veaux, un troupeau de juments avec leurs couleurs et un troupeau de brebis avec leurs petits. Et le droit de libre pâture dans les belles estives du lac des Abysses jusqu'à la fin du temps. Et de forgeron, il devient pasteur. Le temps passa,
Bientôt dans les esprits, il ne resta que les os du serpent blanchis par le soleil. Alors les habitants du village d'Arbiux décidèrent, délivrés de leur servitude à ce monstrueux serpent, voulurent en prendre grâce au ciel, décidèrent de bâtir une église avec les os mêmes du serpent. Mal leur en apprit. Dès qu'elle fut bâtie, une énorme tempête s'éleva. La grêle dégringola du ciel dans un bruit assourdissant. Et au bout de 40 jours, de l'église, il ne resta que ruine. Alors on sut que le serpent était maudit jusque dans ses os. Alors, on les brûla, et lorsque la fumée du brasier s'éleva dans le ciel, la grêle aussitôt cessa. Des os du serpent, il ne reste plus rien, ou presque. Un os échappa à la destruction. Il est toujours dans le village d'Arboux. Il est caché dans la nouvelle église. La légende livrait un détail près. Le serpent n'est pas mort, il est juste assoupi. Parfois il tressaille dans son sommeil, parfois il se réveille. En 2006, il a secoué 2 fois son échine, en novembre et en décembre. Et les habitants de la vallée d'Argelès l'ont entendu gronder par 2 fois. Ainsi se termine la légende du lac Zadi. Tremblez, braves gens, voici l'histoire de Jean Lamont l'aîné, dit Pélote. Nous allons, voulez-vous, reprendre notre histoire de Pélote d'Issouriac. Pélote, boulure comme Pélote, s'appliquait aux gens d'honnêteté équivoque, et souvent j'ai entendu à Sénac cette expression. J'ai fouillé dans mon entourage, personne n'a pu me documenter sur la vie et les exploits de cet illustre voleur. Ici, aux confins de la Bigorre, il est passé totalement dans l'oubli, et je m'en réfère à ce que nous racontait notre pauvre père. Un crible de maïs sur les genoux, papa égrène nos doigts petits et tracassiers, où passent les grains qui coulent de ses mains, et il débite tout ce qui passe par sa bouche, avec enchantement. Donc, son village natal, Soréac, du côté de Castiralou, dans un temps pas trop éloigné, sa maison existait encore, du moins des pans de mur, et c'est bien là qu'un voisin, le traître qu'il avait livré à la police, l'avait invité pour la plus mère des oies. Comme il se doit en Bigorre, on plumait à la cuisine. Dans cette cuisine, il y avait un lit. Pauvre Pélote. Il croyait être là en sécurité, un ami. Que t'attiraille, tire tout à saut, que plumera celle-là. Qu'est-ce que tu fais de ce matériel? Sors tout ça, tu plumeras plus à l'aise. Lui, tout heureux de cette détente, de cette minute où, comme un éclair, il oubliait peut-être son mauvais destin, sa vie de vagabond, il décrocha sa ceinture où brillaient des armes et la jeta sur le lit. Pauvre Pélote, ce geste le perdit. 2 gendarmes cachés derrière la porte se jetèrent sur lui. Dans sa résistance, il fut blessé. Et c'est de cette
passant le seuil, il cria à son voisin. Priez Dieu, Bernard, qui ne tournait pas. Prie Dieu, Bernard, que je ne revienne jamais. Et il ne revint pas. L'histoire, la vie de Pélote, je n'en sais que quelques faits, mais authentiques, ainsi que ses phrases en patois, et j'ai commencé ici par la fin. Situer la date exacte de son existence, de ses exploits, c'est vers 1830 qu'il trouva une nuit mon grand-père. Mon père était né en 1858. Endormi au bois du Marquis, au bord d'un sentier, il venait à 2 heures d'aller passer la soirée chez sa fiancée à l'escurie. Pélote lui tapa sur l'épaule. Quel est la Qu'est-ce qu'il fait là? Mon grand-père, tout tremblant, lui raconta ce qu'il faisait, d'où il venait. Pélote, tourne tem aquesta nit, n'hi pas segur. Tenc aquest fiu. Si t'haguessin n'hauràs qu'à l'ensenyar que et deixaran passar. Et ne digues pas ce qu'il m'a vist. Retire-toi, cela veut dire. Cet endroit n'est pas sûr. Tiens ce sifflet. Si on t'arrête, tu n'auras qu'à l'enseigner, on te laissera passer. Ne dis pas que tu m'as vu. Bien sûr, il parlait de ses amis, mais pas des gendarmes. Une autre fois, toujours la nuit, ce fut un de la maison d'Ussert qui fut arrêté. Ben tournotem ne dise que pas vis. Retourne-toi vite et ne dis pas que tu m'as vu. Arrivé chez lui, tout tremblant, notre Dussert raconta au sien son aventure. Pélote l'avait suivi et se voyant trahi car il écoutait, il lâcha toutes les bêtes de la basse-cour, de la ferme, qui s'éparpillèrent dans les cultures, faisant de grands dégâts, mais personne ne n'osa sortir. Et il y eut la panique assez longtemps dans cette famille. Une autre fois, il venait cambrioler le presbytère à Sénac. Mais il n'était pas seul. Sûrement, il était chef de bande. La gouvernante de monsieur le curé sauta par la fenêtre du nord, le clocher n'étant qu'à quelques mètres. Elle se mit à sonner à toute volée. Nos malfaiteurs s'enfuirent comme une bande de corbeaux. Un jour, comme il traversait le bois du Marquis de l'Escurie par un sentier, de lui et ses pareils seulement connus, et qui serpente au bas des coteaux de Sénac, tout au bord du ruisseau Estéo, notre Pélote justicier trouve près d'un pont assis sur une pierre un pauvre homme de Sénac, la tête entre les mains, tout en larmes, désespéré. À cette époque, la vie était dure, et pour arriver à joindre les deux bouts, comme on dit, il fallait souvent emprunter l'argent de la soudure. Notre brave Sénacais, sa première frayeur passée, raconta à Jean Pélote qu'il revenait de la Cassagne, où il était allé solliciter un sursis de la part du prêteur d'une assez grosse somme d'argent, qui lui avait permis de régler quelques autres créanciers encore plus criards et impitoyables que le riche Cassagnol. Celui-ci ayant signifié son refus, le malheureux n'osait pas revenir dans son pauvre logis, faute d'avoir pu fléchir l'usurier qui, de plus, l'avait menacé de le faire exproprier sans délai s'il ne s'exécutait pas dans les 24 heures. Pélote alors lui dit: Tembe au pala de tir, aquest miso crestias, allez, tourne bira et bis le gagné. Ce qui veut dire: tu as payé de suite ce manche chrétien. Allons, retourne-toi et fais vite le chemin. Et de lui tendre une bonne liasse de billets, belle aubaine pour notre paysan, tout heureux et rassuré. De fait, le pauvre débiteur prit ses jambes à son cou et alla régler son créancier de la Cassagne, qui n'en revenait pas, qui en revenait d'autant moins que la nuit venue, l'ami
Pelote cambrioler notre palais et se rembourser au décuple de la somme qu'il avait donnée le matin. René Pugeot, connu sous le nom de Grand Barbe, sobriquet de sa maison, a disparu depuis le 4 juin 1960, jour où il fut aperçu pour la dernière fois du côté du chêne de Matouet, entre Montpardiac et Tronçins, passant à vélo vers une destination connue de lui seul. René Pugeot était un personnage atypique. La cinquantaine bien sonnée, marié sur le tard mais n'abandonnant pas ses habitudes de célibataire endurci. Maquignon de son état, il était très connu dans toute la contrée. Il se déplaçait toujours à vélo sur des petits chemins de campagne, connaissant toutes les étapes alentour en quête de bonnes affaires, proposant à l'un l'échange de sa paire de bœufs. Ils sont au maximum de leur valeur. Je te propose une paire de jeunes qui te ferait l'affaire et tu gagnerais un peu d'argent. À tel autre qui avait dégarni son étape pour acheter le tracteur. Tu as de la place, je vais t'amener 2 paires de gros. On partagea le bénéfice quand ils seront bons à vendre, etc., etc. La gazaille, c'était son fonds de commerce. Tout cela sans le moindre papier. Il avait beaucoup de têtes de bétail lui appartenant dans pas mal d'états. Quand il négociait, il n'avait pas son pareil pour dévaluer la bête qu'il voulait acheter. Qu'est pato pirate, ou qu'à la cornée trop bachot, et surestimer celle qu'il vendait. Qu'est de la coupe, disait-il. Elle est belle, bien faite, bien roulée. Qualificatif qu'il employait aussi parfois à propos des belles dames. Son métier n'était pas des plus aisés. On le voyait souvent passer, guidant de jeunes animaux accouplés avec des cordes. Non dressé, il quittait le chemin à chaque passage, obligeant René à courir pour les ramener sur la bonne voie à l'aide de son court bâton de cognacier. À ce jeu d'acheter et de vendre, il gagnait de l'argent. Beaucoup. Du liquide, bien sûr. Sans contentement. De l'argent, il en avait toujours plein les poches, parce que les négoces du bétail portent sur des sommes importantes, et aussi que la vue de liasses de billets favorise parfois le dénouement de transactions. Dépensant très peu, sa seule coquetterie était son écharpe multicolore. Se déplaçant à vélo, il était riche, et cela se savait. Son mode de vie sans contrainte, sans précaution par rapport à ses biens, était de nature à susciter des convoitises. Comme nul ne connaissait l'emploi du temps de René, sa disparition ne fut signalée que 3 ou 4 jours plus tard. Le lundi suivant, jour de marché à Rabastens, par ses collègues Maquignon, qui, très étonné de ne pas le voir au foirail, lui qui n'avait jamais manqué. Les recherches furent entreprises avec l'aide de l'armée. Les bois du côté de Saint-Ouest, Tronçins, Montlezun et Montpardiac passés au peigne fin, les mares sondées, les fosses à purin vidées. Tout le pays était en émoi. D'autant plus que la disparition venait 2 ans après la double meurtre de Hagette. Peine perdue. Trop de temps a passé entre le jour où il a disparu et le début des recherches. Depuis le 4 juin 1960, plus rien. Même le vélo est resté introuvable. Le grand Barbe a bel et bien disparu. C'est franc. Frissons et souvenirs d'enfance. Chers lecteurs et amis, je vous emmène dans le pays de mon enfance, fait de jours heureux et d'émotions. Le pays où les petits garçons naissent dans les choux et les petites filles dans les roses.
La cigogne n'était pas encore entrée en action. Elle se cantonnait dans la région de la potasse d'Alsace, qui nous gratifiait au premier de l'an de somptueux et typiques calendriers. J'étais une petite fille sage, crédule et impressionnable. L'électricité n'était pas de mise. Les soirées d'hiver se passaient au coin du feu. Ma laborieuse mère tricotait sans relâche des chaussettes à la lueur d'une lampe à pétrole appelée lampe pigeon. Son plaisir favori était de narrer avec humour ses souvenirs d'enfance et ses fantasmes. Elle parlait en priorité de la Macrouda, pas celle de Bête-Blanc, mais la sienne, à Saint-Sevé de Rustan. Cette chose étrange est comme le Père Noël. Personne ne veut y croire, mais elle est partout. Le problème de ma mère se résumait en un cauchemar. C'était une patte de cheval qui lui courait après inlassablement. En ce temps-là, circulait un engin nouveau que l'on nommait automobile. Quel danger! Cette trouvaille marchait, paraît-il, selon la puissance de chevaux que l'on ne voyait pas. Un vrai mystère qui semait la panique. Toutefois, un monsieur nommé chauffeur la guidait. Les forêts de l'enfance de maman étaient peuplées de sangliers. Terribles! Les nôtres n'ont rien à voir avec eux. Quand ils chargeaient, il fallait grimper sur les arbres et attendre. Maman nous parlait aussi des bicyclettes, qui étaient encore réservées aux jeunes gens pour aller voir leurs belles. Mais pour les filles, c'était très indécent. Pour terminer la soirée, ma mère nous fredonnait des chansons de l'époque, toujours très sentimentales. Il était temps d'aller se coucher. Mon père nous donnait le signal, car le marchand de sable allait passer. Ma sœur et moi ne traînions pas. J'imaginais un beau jeune homme, très mince, qui jetait du sable de mer dans les yeux des enfants récalcitrants. Comme j'étais une enfant docile, je ne l'ai jamais vu. Et vous, chers amis lecteurs, l'avez-vous déjà rencontré? Avec Paul et Lucie, mes petits compagnons, ainsi que ma sœur, nous passions au grand air des journées paisibles. Quoique, la terreur régnait sous les traits de Chanfrot et de ses sacs. C'était un personnage corpulent, affublé d'une blouse ample comme les maquignons. Son visage disparaissait sous une barbe blanche et son bouc était gigantesque. Muni d'un fouet, il trônait sur une carriole traînée par un cheval en vociférant. « Pérec, Pérec, coussinera !» Chiffon cuisinière. Avec son index replié, il nous faisait signe d'approcher. « Viens, petit, viens !» Et il nous montrait des sacs. Effrayés, nous partions en courant, loin du danger. En arrivant à la maison, nous regardions cette transaction dans l'angle de la fenêtre. Il prenait du linge usagé, des peaux de lapin et du duvet-doigt pour remplir les sacs. Oh! Et dire qu'il prenait aussi des enfants! Quelle horreur! À la maison, à la moindre incartable, nos parents nous menaçaient d'appeler Champrot. Et tout rentrait dans l'ordre. Par beau temps, avec mes petits compagnons, nous allions taquiner le goujon à la rosse. Et le vol des libellules nous émerveillait. Paul le sage nous conseillait « Ne vous approchez pas, ce sont les domestiques. Ce sont les domestiques des serpents. Papa me l'a dit. » À ma grande surprise, sur le dictionnaire français-occitan-gascon, publié par Père Nost, on peut lire « Libellule d'Amicella, espuga de serpe, valet de serpe, épouilleur de serpent, valet de serpent. » La vérité sort de la bouche des enfants et des parents.
Les jours maussades, jours de pluie, Lucie se déchaussait et lançait sa sandale à semelle de corde, et la pluie s'arrêtait. Parfois. Je ne me souviens pas sur quel livre de la région, approchant du Val d'Aros, il est mentionné que cette pratique était usitée en Bigorre, notre voisine. On peut toujours essayer. Comme tout un chacun, j'ai été élevée à l'école primaire. À cette époque, un après-midi par semaine était réservé à une promenade champêtre. Le quartier des Saradières a été sélectionné pour découvrir la tutte de l'homme sauvage. Ce trou béant que nous apercevions de loin nous fascinait. Et nous voilà partis pour l'aventure en chantant à tue-tête. 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied. Gaiement, nous arpentions la Charretière, très bien entretenue à cette époque. Timidement, j'approchais de la tutte. Et là, ahuri, j'ai vu l'homme sauvage surgir. Il n'était pas très grand, mal rasé, vêtu d'un bourgeron noir et portant une fourche et une faux sur l'épaule. Il est parti dans les bois. Là, je ne me suis pas extériorisée, j'étais plutôt tétanisée. À la maison, très excitée, j'ai fait part de cette rencontre à mes parents. Ils m'ont expliqué que cette personne entretenait certainement ces lieux, peut-être en vue de package ou autre. J'étais désappointée et rassurée à la fois. Les soirs d'été se passaient sous un ciel pur et étoilé. L'étoile du berger ouvrait la marche. Nous apprenions à connaître la grande ours, la petite ours. Des cris de joie acclamaient l'étoile filante qui zébrait la voûte céleste et les vœux se multipliaient. Les adultes redoutaient la vue d'une comète, présage de guerre. Ils étaient formels. Il y en avait eu une en 1914 et en 1939. Avec mes petits compagnons, nous détaillions la Lune. « Dis, papa, il y a quelque chose sur la Lune. Qu'est-ce que c'est ?» C'est Saint-Jean qui porte une fourchée d'épines. L'explication nous suffisait, ou presque. La candeur était de mise. À 22 h, l'avion postal faisait partie du décor. Agréable soirée d'été où se tiraient des plans sur la comète. Plus tard, le satellite ECHO 1 a fait son apparition. Par une magie sournoise, cette convivialité, ces choses mystérieuses ont disparu discrètement pour laisser place au modernisme, nous laissant frissons et souvenirs. La nature a envahi la Saradière, les automobiles, elles, ont proliféré, les bicyclettes ou vélos sont très à la mode. Scientifiquement, nous avons la certitude que Saint-Jean a déserté la Lune. Les satellites ont perturbé la sérénité des étoiles, mais les étoiles filantes continuent leur balai. Tous ces astres paraissent un peu moins brillants. Ou bien sont-ils comme nous, les yeux embués nostalgiques de la poésie, du rêve et des émotions de notre enfance.